Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et à la forme? Oui. Alors, l'actualité internationale nous emmène où? On va au Mexique, où s'est tenu un sommet entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Donc, un sommet entre les trois pays d'Amérique du Nord. Il faut savoir que c'est une rencontre qui avait cessé un peu durant tout le mandat de Donald Trump. Donc, durant 4 ans, on peut dire 5 ans, puisque durant la dernière année de Barack Obama aussi, il n'avait pas pu tenir cette rencontre qui est en réalité un sommet annuel. Alors, il faut savoir que Joe Biden, il est dans une posture qui est à la fois de détricoter ce que Donald Trump faisait. Il faut savoir que quand Donald Trump est arrivé, il avait mis fin au multilatéralisme, c'est-à-dire le fait que les États-Unis travaillent avec de grands ensembles, soit régionaux, soit continentaux. Et il avait donc mis fin au multilatéralisme pour privilégier le bilatéralisme. Et donc, il avait détricoté tout ce qui est partenariat économique, notamment dans la zone d'Amérique du Nord, partenariat économique avec la zone Indo-Pacifique, partenariat économique entre les États-Unis et l'Europe. Et donc, il avait mis en place des partenariats maintenant bilatéraux entre les États-Unis et le Mexique, les États-Unis et le Canada, les États-Unis et la France, l'Italie, etc. Et donc, on se rend bien compte, les Américains se sont bien rendus compte que cette position-là ne payait pas, puisque lorsque vous avez en face de vous un pays comme la Chine qui a un taux de moyenne, même si au cours des 2 dernières années, on a les effets du Covid, mais ils ont quand même un taux de croissance moyen qui tourne aux alentours de 5,9%. La Chine qui est la deuxième puissance économique et qui est en passe de devenir peut-être d'ici 2030 la première puissance économique. Et donc, Joe Biden est conscient d'une chose, c'est que ce n'est pas en repoussant les autres ou en privilégiant des relations bilatérales que les États-Unis vont toujours garder leur position de première puissance mondiale. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, les États-Unis restent le numéro 1 mondial parce que il y a un certain nombre d'éléments qu'ils maîtrisent. Ils maîtrisent leur monnaie. Leur monnaie représente près de 30% des échanges à travers le monde. Et les États-Unis, c'est 30% aussi du PIB mondial. C'est aussi la première puissance technologique, la première puissance militaire. Or, sur le plan technologique, la Chine est en train de rattraper les États-Unis. Ça, c'est une chose qu'il faut bien comprendre. Reste l'avantage militaire et là aussi, la Chine est en train de travailler puisque la Chine a maintenant le 2e plus gros budget militaire du monde et ils travaillent notamment à également sécuriser leur zone d'influence. On le voit notamment avec la question de Taïwan qui est l'une des tensions avec les États-Unis aussi. On le voit aussi dans la zone Indo-Pacifique, que ce soit dans la zone de la baie du Japon ou bien en ce qui concerne les relations avec la Corée du Sud. Donc toute cette zone-là Indo-Pacifique, la Chine aussi a l'intention est en train de se préparer sur le plan militaire pour justement défendre ses intérêts dans ces régions-là. Et donc, les Américains, eux, certes, ils sont la première puissance, comme je le dis, mais ils ne sont que 350 millions d'individus contre près d'1,3 milliard de consommateurs chinois. Et donc, les Américains aussi ont besoin de la consommation chinoise pour tirer leur économie, comme les Chinois ont aussi besoin de la consommation américaine parce qu'ils ont un pouvoir d'achat très élevé pour absorber les produits manufacturiers qui proviennent de ces usines. Donc, Joe Biden est conscient que la posture de Donald Trump du bilatéralisme ou de l'unilatéralisme ne paye pas. Au contraire, ça affaiblit les Américains face à un géant chinois qui évolue à grands pas, qui avance à grands pas. Et donc, la seule solution, c'est de recréer ces grands ensembles, mais pas n'importe quels grands ensembles. Il faut recréer les grands ensembles dans lesquels les Américains aient le leadership, ces grands ensembles qui sont sous contrôle américain. Et malheureusement, il faut savoir qu'avec la mondialisation aussi, d'autres pays ont tiré profit de la mondialisation comme le Mexique et le Canada. Et donc, même si on veut recréer des grands ensembles sous un leadership américain, il ne faudrait plus que ça soit un leadership
dans lequel il n'y ait pas de consensus avec les partenaires. Il n'y ait pas la possibilité pour les partenaires de donner aussi leur point de vue. Et donc, il est obligé, dans cette reconstitution de grands pôles économiques à forte domination américaine, il est obligé de tenir compte maintenant des avis, des positions des voisins. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il a entamé cette visite au Mexique, il a commencé par un sommet bilatéral entre les États-Unis et le Mexique. Et donc là, Joe Biden a rencontré Andrés Manuel López Obrador, son homologue mexicain. Et avec lui, ils ont notamment discuté de questions bilatérales, notamment la question liée à l'immigration et puis la question liée à la lutte contre la drogue. Il faut savoir que le premier poste d'immigration aux États-Unis, c'est le Mexique. Le Mexique fait face à une vague migratoire exceptionnelle depuis 4 ou 5 ans. Ces vagues migratoires-là viennent principalement d'Amérique centrale, du Nicaragua, du Honduras, et donc tous ces pays-là, du Venezuela, et donc tous ces pays fortement instables traversent le Mexique pour arriver aux portes des États-Unis. Et donc, les Mexicains sont un peu exacerbés parce que d'une part, ces hommes et femmes et enfants-là n'ont pas vocation à rester au Mexique, ils ont vocation à aller aux États-Unis. Or, en face, ils se heurtent à un mur. Et donc, le Mexique est obligé de négocier, ou les Américains sont obligés de négocier avec les Mexicains pour savoir dans quelle mesure, comment faire avec ces populations-là. Les Américains ont décidé d'apporter une aide financière au Mexique pour lui permettre justement de faire face aux conséquences économiques et sociales de ces vagues migratoires, mais cela ne semble pas suffisant parce que, évidemment, les Mexicains, même s'ils gagnent quand même d'un point de vue économique, parce que ces hommes et femmes-là vont constituer une main-d'œuvre qui finit par rapidement s'intégrer dans la société mexicaine grâce d'abord à la langue commune qu'ils ont. La plupart de ces pays sont de langue espagnole, comme le Mexique, mais une grande partie refuse de rester au Mexique et continue de rêver, d'espérer d'aller aux États-Unis. Or, pour le moment, il y a 3200 km de mur entre les États-Unis et le Mexique et Joe Biden n'a absolument rien changé en ce qui concerne la politique migratoire de ce qu'avait fait son prédécesseur Donald Trump. Donald Trump avait été extrêmement dur. Il avait pris des décrets qui allaient même à l'encontre de toutes les conventions que les États-Unis avaient signées sur les droits de l'homme, notamment même les droits des enfants. On l'avait vu ici. Donald Trump avait pris un décret qui permettait de séparer les enfants mineurs de leurs parents, c'est-à-dire qu'on gardait les mineurs et on expulsait les parents. Même ce décret-là, Joe Biden n'est toujours pas revenu là-dessus. Et donc ça prouve que, évidemment, Joe Biden, sur le plan migratoire, c'est peut-être l'une des rares zones dans lesquelles il est un peu d'accord avec l'opposition conservatrice républicaine. Or, justement, dans son front gauche, le front gauche du Parti démocrate, notamment les supporters de Bernie Sanders ou d'Elizabeth Warren, critiquent justement Joe Biden pour cette inflexibilité-là sur le plan migratoire. Et donc, il est aussi conscient de cette réalité-là. Et donc, pour le moment, il a donc décidé de couper un peu la poire en deux, donc de renforcer l'aide américaine au Mexique pour aider le pays à faire face à cette vague migratoire, mais il maintient le cap de celui d'être le plus ferme possible en matière d'immigration, même si il a fait savoir, il a donné un chiffre, c'est 30 000 visas seront accordés à des migrants d'origine du Venezuela, des Honduras, d'Haïti et de Cuba pour pouvoir entrer sur le sol américain, mais 30 000, c'est extrêmement peu quand on sait qu'il y a près d'1 million de migrants qui sont actuellement au Mexique. Bref, c'est quand même une petite ouverture, mais c'est une ouverture qui est bien en deçà des capacités d'accueil des Américains. Puis l'autre problème bilatéral discuté entre Joe Biden et Andrés López Manuel Obrador, c'est la question de la lutte contre la drogue. Il y a une drogue de synthèse qui fait des ravages actuellement aux États-Unis, qui multiplie les overdoses, qu'on appelle la fentanyl. Et il faut savoir que la fentanyl est fabriquée par les cartels mexicains. Les cartels mexicains qui sont les plus gros exportateurs de drogue aux États-Unis. En dépit des efforts fournis par les États-Unis pour essayer de détruire ces cartels-là, malheureusement, ces cartels restent extrêmement puissants. Il y a quelques jours, on a attrapé
le fils de Antonio Manuel Guzman, dit El Chapo, son fils, qui avait repris la tête du cartel de Sinaloa, dont il était l'un des membres fondateurs. Même si cette arrestation qui s'est faite avec des images ahurissantes, on avait presque l'impression d'être en pleine guérilla urbaine, celui-ci sera très certainement extradé aux États-Unis. Mais cela ne suffira pas parce que une fois que on l'aura extradé aux États-Unis, ça ne voudra pas dire que le cartel va de lui-même disparaître. Au contraire, ils vont élire un nouveau chef et ils vont continuer à mener leurs activités criminelles. Donc, il y a une volonté des Américains de renforcer aussi la coopération avec les Mexicains sur cette question-là. Et donc, c'est ce qu'on peut retenir de l'entretien bilatéral qu'il y a eu entre les États-Unis et le Mexique. Mais pour ce qui concerne le sommet en lui-même entre le Canada, le Mexique et les États-Unis, il faut savoir que ces trois pays ont décidé donc de travailler davantage sur les questions de climat et d'immigration et ils ont notamment décidé aussi sur un plan économique de travailler ensemble sur l'approvisionnement en semi-conducteurs. Il faut savoir que ce sont des composantes qui sont stratégiques et qui sont pour la plupart essentiellement importées d'Asie. 90% des semi-conducteurs actuellement fabriqués dans le monde proviennent de Taïwan. Or, Taïwan est une zone potentiellement très instable avec les menaces permanentes que représente la Chine sur ce pays-là et donc le risque que cela fait peser sur l'approvisionnement mondial en semi-conducteurs. Les trois pays ont également annoncé qu'ils devaient s'engager à réduire d'au moins 15% d'ici 2030 les effets de méthane liés au traitement des déchets et des eaux usées et qu'ils veulent diviser par 2 le gaspillage alimentaire. Et donc, malheureusement, il n'y a pas eu, pour les trois, en ce qui concerne les trois pays, d'annonces communes pour ce qui concerne l'immigration, même si aussi du côté du Canada, et ça le président mexicain a tenu à saluer le gouvernement de son homologue Justin Trudeau, qui a accordé 25 000 visas aux Mexicains qui veulent s'installer au Canada. Et donc tout ça, même si c'est aussi très très loin de nombre de visas, de nombre de demandes de visas de Mexicains au Canada, mais néanmoins, il a quand même tenu à saluer cette ouverture-là. Alors, donc, ce qu'il faut retenir globalement, c'est que les Américains reviennent au multilatéralisme, ils abandonnent l'unilatéralisme de Trump, mais c'est un retour en arrière qui répond à une nécessité, c'est celle de faire face à la menace que représente la Chine sur le plan économique. Et donc, les Américains savent que tout seuls, ils n'auront pas la capacité de faire face aux géants chinois et donc ils sont obligés de s'allier. Et donc, les meilleurs alliés, ce sont ceux avec lesquels ils partagent les mêmes frontières, à savoir le Canada et les États-Unis, le Canada et le Mexique. Et il faut savoir que dans les subventions accordées aux entreprises, aux constructeurs automobiles, dans la fabrication de véhicules électriques, il faut savoir que les Américains ont décidé d'annoncer des aides exceptionnelles de près de $20 000 par véhicule, notamment pour les véhicules construits sur le sol américain. Au départ, ces aides-là n'étaient destinées qu'aux entreprises installées sur le sol américain. Vu le tollé suscité par ce que cela a suscité au Canada et au Mexique, Joe Biden a décidé de l'élargir sur l'ensemble des entreprises installées en Amérique du Nord, donc également au Canada et au Mexique. Donc tout ça pour le plus grand plaisir de ses partenaires. Et ça aussi, ça vise à renforcer les liens entre les trois pays pour constituer ensemble un grand ensemble dans lequel ils vont mettre en commun de plus en plus de moyens, d'objectifs, parce qu'aussi sur le plan universitaire, ils ont décidé de jouer la carte de la transparence, de favoriser la coopération entre les universités canadiennes, américaines et mexicaines pour le plus grand bonheur des industriels. Notamment, il faut savoir que derrière cette coopération, il y a la production de brevets et donc de tout ce qui est lié à la propriété intellectuelle. Il faut savoir qu'actuellement, la Chine est le pays qui produit le plus de brevets au monde. Les universités chinoises sont extrêmement dynamiques et donc face à cela, les Américains sont conscients qu'il fallait également trouver une riposte. Donc, il y a cette volonté affichée des Américains de revenir sur le premier plan de la scène internationale par le biais du multilatéralisme, mais ça ne s'est pas fait comme ça se fait parce qu'il y a une menace qui pèse sur l'hégémonie ou sur le leadership américain, c'est la menace chinoise. C'est comme ça qu'il faut comprendre la raison de ces différents sommets-là. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le The Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale, sur la radio, la plus de la capitale. On se retrouve juste derrière.
Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.